Ce projet de prédiction de Covid-19 s'appuie sur un set de data donc, que vous allez pouvoir trouver dans mon GitHub sous le dossier data, qui en fait symbolise donc une liste de dossiers médicaux de patients, donc des valeurs médicales. Et le but, ça va être de s'appuyer de ces données-là pour créer un modèle pour prédire si un futur patient, oui ou non, a le Covid-19. Donc je vais vraiment survoler toutes les cases de ce projet. Donc on va passer par l'exploration des datas, le pré-traitement des données et la modélisation. Mais je vais vraiment survoler. Je vous laisserai le soin donc d'aller observer les notebooks pour avoir tous les commentaires et tous les détails sur ce qui a été fait. Donc au départ, voilà, on peut voir un petit peu le dataset. Donc on peut voir que premièrement, on voit qu'il y a beaucoup de valeurs nulles N à N. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention. Donc on peut observer les dimensions de notre dataset. Donc on voit qu'on a 5600 lignes pour 110 features. On peut voir un petit peu le type de données qu'on a. Et ensuite, voilà, ce qu'il faut faire, c'est aller voir vraiment les valeurs manquantes, où elles sont et combien il y en a. Donc on peut voir qu'il y a énormément de valeurs manquantes. On peut le voir également sous ce graphique-là, où on peut voir un pourcentage des valeurs manquantes pour chaque feature. Donc là, on peut voir qu'il y a quelques features avec zéro valeur manquante. On peut voir beaucoup avec 76% de valeurs manquantes. On a aussi beaucoup de 89%. Et après, donc on a au-dessus 91, 95, 97. Voilà, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs manquantes. Donc ce qu'on peut observer, c'est qu'on a un petit groupe à 76, un petit groupe à 89. Donc ça serait potentiellement des groupes qui sont liés, donc ça sera surveillé. Ensuite, donc voilà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà supprimer tout ce qui est au-dessus de 90. Voilà, donc à partir d'un certain seuil de valeur nulle, ça sert plus à grand chose de garder les features, donc c'est ce qu'on fait. Et là, on peut observer, voilà, on peut vraiment observer que les valeurs paraissent liées au moins. Donc voilà, on pourrait dire qu'on a déjà un groupe ici et un groupe ici. C'est quelque chose qu'on va garder en tête. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est voir un petit peu nos variables, donc comment elles se dessinent. Donc en premier lieu, voir la variable cible, donc la variable target. Donc finalement, bah, c'est qui a le Covid ou non. Donc on a des positifs et des négatifs. Et on voit qu'on a 90% de négatifs, donc on a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Ça, c'est à prendre en compte. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est observer donc nos variables. Donc nos variables continues, premièrement, on peut observer voilà, à quoi elles ressemblent à peu près. Donc on peut tracer des histogrammes pour nos variables continues. Voilà, c'est ce qu'on a fait ici. Et ensuite, on a une variable continue qui est patient age quantile. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas vraiment compréhensible au premier abord. On voit qu'on part de 0 à 15. Ça pourrait être un âge, mais ça paraît une donnée traitée finalement. C'est pas vraiment une donnée brute. Donc un peu difficile à comprendre. On voit ici voilà, qu'on a beaucoup de valeurs entre 0 et 15 à peu près, donc un petit peu compliqué à comprendre, c'est pas forcément des âges, donc voilà, on va peut-être mettre de côté la variable tant qu'on la comprend pas. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant qu'on a vu les quantitatives, on peut voir les qualitatives. Donc on peut voir voilà, toutes ces variables ici, donc not detected, detected, voilà, c'est ce qu'on peut voir. On peut tracer des plots pour voir à peu près voilà, le pourcentage de detected, not detected. Voilà, donc c'est ce qu'on peut voir. On peut voir qu'il y a des features qui ont quasiment essentiellement du not detected. Voilà. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est voir les relations entre variable et target. Donc, ce qu'on peut faire, et ce qu'on a vu, donc au travers de ces deux groupes, en faisant des recherches Google finalement sur le nom de ces groupes, on se rend compte que il y a un groupe qui est un groupe viral et un groupe qui est un groupe test sanguin. Donc on crée ces deux groupes-là. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a pu trouver grâce à l'exploration des données. On crée ces deux groupes-là. Et là, ce qu'on va pouvoir essayer de faire, c'est de voir les relations entre toutes les variables blood, donc les analyses de sang, et la target. Donc on peut créer des histogrammes pour voir si potentiellement il y aurait des non-corrélations entre les courbes. Donc c'est ce qu'on fait, voilà. On pourrait potentiellement voir un intérêt autour des platelets. On pourrait également en voir du côté des leucocytes. Ce qu'on pourrait voir au côté des monocytes, pourquoi pas. Voilà, on voit que potentiellement ça pourrait être des features intéressantes pour la détection. Ensuite, on peut voir la relation entre le target et l'âge, donc c'est pourquoi pas quelque chose à regarder. Donc là, on voit qu'il n'y a pas forcément entre positif, négatif pour tous les âges. Donc c'est toujours l'âge quantile qu'on n'a pas forcément vraiment compris. Mais voilà, on peut voir que peut-être que ça n'a pas vraiment d'intérêt de garder ce feature parce qu'on n'a pas vraiment de choses qui sautent aux yeux. Et ensuite qu'on a vu donc les variables de type ça, on peut voir les variables virales. Donc pareil, là on peut créer des heatmaps pour voir donc hop pardon pour voir donc les relations entre chaque feature et la target. Voilà donc pour voir si on a des choses qui sautent aux yeux, toujours pareil.
Et ensuite, une analyse un petit peu plus avancée. Maintenant qu'on a observé les relations entre les variables et la target, on peut observer les relations des variables entre elles. Donc on peut tracer ce gros pair-plot géant qui n'est pas forcément super lisible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va pouvoir aussi créer une heatmap qui est voilà, un petit peu plus compréhensible. Voilà, où on peut voir vraiment euh, les corrélations entre les features. Ensuite, pourquoi pas, voilà, observer des relations entre l'âge et le sang, voilà. Donc là, c'est vraiment un peu des tests qui ont été faits. Donc pareil pour le patient H quantile pour essayer un peu de comprendre. Donc c'est vraiment un peu des tests. Et ce qu'on a pu essayer de voir aussi, c'est la relation entre influenza et rapid test. On a vu qu'il y avait deux futures, une qui s'appelle influenza A et l'autre influenza A rapid test. Donc elles sont forcément corrélées, c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans la heatmap. Mais à voir donc si elles sont intéressantes ou pas. Donc voilà, on fait des petits tests pour savoir ça. On peut voir donc les relations entre les variables virales et les variables de sang. C'est également ce qu'on a essayé de faire. Et donc on va pouvoir créer une colonne est malade et une colonne non malade. Voilà, donc ça peut nous aider. Donc c'est une création de feature. Donc là, on a nos histogrammes qu'on a créés, donc on peut voir potentiellement des variables intéressantes ou pas. Ensuite, voilà, une relation entre l'hospitalisation et le fait d'être malade. Voilà, donc là, c'est vraiment des tests. C'est le but de l'exploration des données, c'est d'observer un petit peu, voilà, que veulent dire les données, potentiellement faire des recherches internet pour savoir ce qu'elles veulent dire, etc. Tracer des graphiques, essayer de se familiariser avec le dataset. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Pareil pour l'analyse des valeurs nulles, etc. Et enfin, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut faire un petit test. Donc, à partir du moment où on a hypothésé le fait donc d'avoir des variables qui sont intéressantes pour la prédiction, typiquement pour savoir si quelqu'un a le Covid ou pas, on peut faire un petit test qui est finalement en fait un test statistique pour voir si une différence qu'on a observée, ben, finalement est véridique ou si elle est tout simplement le fruit d'une observation, mais pas forcément une vérité. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, on a diverses fonctions pour réaliser ce petit test que je vous laisserai aller voir. Et voilà, donc on peut faire nos hypothèses et on voit sur quelle feature l'hypothèse a été rejetée ou non. Donc ce qu'on peut aller voir maintenant, donc c'est le pré-traitement des données. Donc à la suite de l'exploration des données, ce qu'on va pouvoir faire, donc c'est aller donc traiter ces données. Donc on va pouvoir réutiliser des choses qu'on a vues dans l'exploration. Donc voilà, la création de variables de type sang, de type sanguin, la création de nouveaux features avec les malades et non malades. Donc voilà, on va pouvoir utiliser tout ça et faire un petit peu plus de traitement. Donc c'est un petit peu tous les essais qu'on va faire ici. En fait, pour le pré-traitement des données, ce qu'on va faire, donc on va suivre une procédure plutôt classique. Donc, on va créer des sous-ensembles voilà, qu'on a vu à l'exploration. On va créer un train set, un test set. On va nettoyer donc les valeurs nulles. Donc on va traiter les valeurs nulles déjà. On va encoder toutes les variables objets en int, voilà, pour pas garder des types d'objets. On va créer notre fonction de pré-processing. On va faire une modélisation extrêmement simple, donc en créant voilà, un modèle très simple. Hop, excusez-moi. Et ensuite, on va créer une procédure d'évaluation, donc pour pouvoir améliorer notre pré-traitement des données. Donc on va entraîner nos modèles, on va imprimer une matrice de confusion et un rapport de classification et les learning curves. Et on va donc observer un petit peu tout ça et on va pouvoir améliorer notre pré-traitement comme ça. Donc voilà, le premier essai, c'est un essai assez classique. C'est un essai où donc, on va créer voilà, tout ce qu'on a vu auparavant. On va créer notre train set, notre test set. Donc voilà, on voit un petit peu les valeurs, combien il y en a, etc. On va créer notre encodage. Donc c'est-à-dire le fait de changer entre des objets et des int. Voilà, donc on peut mettre des positifs 1 et des négatifs 0. Voilà, très simple. Euh, et voilà, donc on crée notre fonction de pré-processing. C'est exactement ce qu'on fait. Donc voilà, on fait notre pré-processing sur le train set, sur le test set. Ensuite, on fait notre modélisation et on a notre procédure d'évaluation pardon, qui va nous donner donc nos learning curves. Voilà, donc maintenant, un essai qu'on pourrait faire, un deuxième essai, si je reviens en haut, notre deuxième essai, donc on peut remplir les valeurs NA, donc aléatoires. Ok, donc c'est ce qu'on va faire ici. Hop, essai 2. Et on voit voilà, qu'on a une learning curve au moins qui a une pente positive.
mais bon, c'est pas terrible. Donc, notre essai 3, on peut essayer de rajouter une colonne Isena qui vaut true si au moins une des deux colonnes contient une valeur manquante. Voilà, donc c'est un des tests. Donc voilà, pareil, on voit qu'on n'a pas beaucoup d'amélioration sur notre learning curve, donc pas terrible. Notre essai 4, on va faire une sélection de variables. Donc là, c'est pour garder les features les plus importants. Euh, ok, donc on va analyser les features importants à partir du modèle 1. Ok, donc là, on observe voilà, nos features qui sont les plus importants et on va essayer de les sélectionner. Donc là, voilà, c'est ce qu'on se rend compte. On se rend compte que toutes les plus importantes, ben, finalement, c'est les variables de type 100 et on n'a presque pas de variables virales intéressantes. Donc ça peut nous donner une idée sur le fait de potentiellement garder uniquement les variables de type 100. Ok, donc hop, on continue notre procédure, etc. Et on se rend compte que voilà, la courbe n'a toujours pas augmenté. Et en fait, c'est ce qu'on voit. C'est vrai que j'ai pas commenté les courbes, mais en fait, on voit que le train score est toujours parfait et le validation score est très bas. Donc ça, c'est typique de l'overfitting. Donc c'est-à-dire que en fait, notre modèle s'est extrêmement bien adapté aux valeurs d'entraînement, mais ne peut pas généraliser sur de nouvelles données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'overfitting. C'est qu'il s'est trop habitué et trop précisé, spécialisé sur les données d'entraînement. Donc c'est ce qu'on va essayer de combattre. Donc voilà, on va créer un nouveau modèle qui est le Random Forest et qui est donc connu pour lutter contre l'overfitting. Donc même chose, mais on va utiliser un Random Forest. Voilà, on voit qu'on a légèrement amélioré, mais c'est vraiment, vraiment très léger. Euh, L'essai suivant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va rajouter notre feature est malade. Donc c'est ce qu'on peut appeler finalement du feature engineering. Et du coup, on va pouvoir, plutôt qu'avoir beaucoup de variables virus qui sont pas forcément très utiles, on peut toutes les regrouper en une seule variable et finalement cette variable peut potentiellement être utile. Donc ça, c'est voilà, une des idées. Donc là, voilà, on n'augmente pas beaucoup, mais au moins on a vraiment une tendance haussière. Donc ça, voilà, c'est un bon point. Euh, ok, donc voilà, pareil, on peut voir donc les importances des features et là on voit voilà, que notre variable est malade et pratiquement et même carrément autant aussi utile finalement que les variables sanguines. 200. Ok. Donc là ce qu'on voit c'est qu'on pourrait voilà, définir un seuil de moins de 5%. Et moins de 5% on pourrait se dire que la variable n'est pas utile. Voilà, on pourrait se dire un petit seuil. Euh, mais on peut aussi utiliser un sélecteur K-best, voilà, dans un test statistique comme un test d'ANOVA. Donc le test 7, donc l'essai 7, c'est de créer un pipeline pour ce select K-best, pardon, en étant cohérent avec le train 7 et le test 7. Voilà, donc ce qu'on fait, hop, et l'essai 8. Donc une dernière technique pour améliorer le modèle potentiellement, c'est l'expansion polynomiale. Donc c'est le fait de créer vraiment de multiples variables. Donc suivi d'un PCA, donc un principal component analysis, ou d'un select KBS qu'on vient de faire. Voilà, donc toujours pareil, ça je vous laisserai aller voir les cellules. Et on peut voir que voilà, on n'est toujours pas, on a toujours notre gros problème d'overfitting, ça qui est clair. Mais par contre, on a une pente qui est de plus en plus haussière. Donc c'est là où on s'est arrêté en termes de pré-processing. Pour nous, on a fait un bon pré-traitement des données. On va pouvoir passer à la modélisation. Donc la modélisation, hop, en fait, on va refaire notre pré-processing qu'on a fait avant. Hop, voilà, toujours pareil, tac, tac, tac. On crée nos features, on fait notre train, notre test, on nettoie nos valeurs nulles, on fait notre encodage. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on a vu pendant le pré-processing. Et ce qu'on va faire, du coup, la procédure d'évaluation, et la modélisation, donc on va essayer déjà typiquement de comparer des modèles. Donc là, on va comparer différents modèles. Donc on aurait pu en comparer plus, on aurait pu avoir d'autres idées, mais on a fait ça. Donc le Random Forest, la DABoost, le SVM et le KNN. Donc on va essayer de comparer tous ces modèles-là. Hop, on va pouvoir se rendre compte des courbes de tous ces modèles-là. Et voilà, déjà on peut voir qu'on a des modèles typiquement qui ont beaucoup moins d'overfitting. Donc là, typiquement, on voit qu'on a un train score et un validation score qui se rejoignent pas mal. Donc ça peut être un modèle intéressant. Et typiquement, c'est celui qu'on va sélectionner. Donc on voit que c'est l'SVM. Donc on va sélectionner le SVM et on va essayer d'optimiser au maximum ce modèle. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, on crée notre modèle SVM.
Et on peut aller donc chercher sur internet directement les hyperparamètres du SVM. Donc on se rend compte que les hyperparamètres qu'on peut modifier, c'est donc ces quatre là, que je vous laisserai aller voir. Et ce qu'on peut faire, donc, c'est utiliser un randomized search CV. Donc on peut en utiliser plein. Il y a beaucoup de grid CV qu'on peut utiliser pour récupérer les meilleurs hyperparamètres possibles finalement. Mais là voilà, c'est ce qu'on a utilisé. Et là, on voit qu'en utilisant les estimateurs qu'on a trouvés, donc on se retrouve avec une courbe qui est déjà améliorée. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on peut tracer la précision par rapport au recall. Et là, en fait, ça va nous permettre finalement d'avoir le meilleur ratio entre ben, la précision et le recall. Donc là, en fait, c'est vraiment un choix. Est-ce qu'on a besoin d'un modèle qui est plus précis ou un modèle qui a un recall plus élevé? Donc ça, voilà, c'est vraiment un choix qu'on peut faire. Euh, ok, donc là j'ai l'explication du graphique que vous pourrez aller voir. Et donc enfin, on a notre modèle final qu'on peut évaluer. Donc on a une évaluation, donc on peut utiliser le score F1 en évaluation qui est une évaluation assez courante. Et voilà, donc on peut voir le score de notre variable F1 et le score du recall.